Poésie sur parole, Jean-Baptiste Parra. L'invité de notre magazine est aujourd'hui Marie-Étienne. Marie-Étienne, vous avez commencé à publier vos premiers poèmes à la fin des années 70. Une dizaine d'ouvrages se sont succédés depuis, et vous faites paraître aujourd'hui chez Flammarion un nouveau livre, Anatolie. À la dernière page de ce livre, vous nous faites confidence d'une sorte d'art poétique, et vous écrivez qu'Anatolie est à lire comme on regarde un paysage, en relief et en profondeur. Pour commencer, peut-être pourriez-vous expliciter ce point. Alors, le texte auquel vous faites référence est un texte, effectivement, qui peut peut-être se lire comme un art poétique. Je dis dans ce texte notamment qu'il y a une phrase qui est celle-ci, je la cite de mémoire, « c'est du théâtre avec un seul ». Et c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé dans le théâtre à une époque de ma vie et j'avais le sentiment à cette époque-là que écrire, c'était un petit peu comme... c'était un peu comparable au travail de la mise en scène, en ce sens que, d'une part, j'avais le sentiment de ne rien inventer, comme les metteurs en scène n'inventent rien, puisqu'en général, quand ils travaillent avec des textes déjà écrits, le texte est déjà écrit, ils rajoutent quelque chose au texte déjà écrit. Et j'ai eu le sentiment que finalement, écrire, c'était un petit peu la même chose, puisqu'on reprenait des mots depuis longtemps utilisés, qu'on reprenait des thèmes depuis longtemps utilisés, et que le personnage principal qui est l'auteur se diversifiait éventuellement entre plusieurs personnages. C'est pour ça que je disais que c'était du théâtre avec un seul. Et puis, pour en revenir à la phrase à laquelle vous faites référence, je voyais finalement ce que j'écrivais comme un décor de théâtre mouvementé. Il me semble que vos paysages se colorent d'une assez forte charge onirique, sans rien perdre d'ailleurs de leur présence réelle et de leur vérité persuasive. Et plusieurs textes de ce livre, Anatolie, s'offrent d'ailleurs à nous comme des contes. Italo Calvino disait que les contes sont vrais. Seriez-vous tenté de partager cet avis ? Alors oui, tout à fait. J'ai envie de reprendre une petite phrase que j'ai mise en exergue au premier texte, qui est « le réel est imaginé ». Alors on peut dire que ce qu'on imagine est réel ou que le réel est imaginé. Effectivement, je serais tentée de dire que une écriture qu'on appellerait réaliste ne m'intéresse pas beaucoup parce que je trouve qu'elle... Enfin, si elle est strictement réaliste, ce qui est finalement pas souvent le cas, elle reste à la surface des choses. Le réel est beaucoup plus compliqué que ça, beaucoup plus fantastique et fantasmatique que ça. Et j'aurais envie de citer deux écrivains qui ne sont pas des poètes, qui sont des romanciers, comme Zola ou comme Maupassant, qui pour moi sont de grands écrivains du fantastique. Marie-Étienne, dans Anatolie, vous alternez l'emploi du vers et de la prose, et votre vers de prédilection me semble être le décasyllabe. Il y a d'autres maîtres, mais celui-là est nettement affirmé. Et dans l'histoire de notre poésie, c'est un vers qui s'est notamment prêté au récit épique. Et vous-même, pourquoi l'avez-vous choisi ? Oui, vous avez raison de parler du décasyllabe. C'est vrai que j'ai été tentée à un moment donné de faire tout le livre, de constituer tout le livre uniquement de ces dizains, parce que ce sont des séries de dizains. Et puis j'ai eu peur que ce soit un peu trop lourd à lire pour le lecteur et à écrire pour moi, parce que ça n'en a peut-être pas l'air, mais j'ai tenté dans cette écriture des décasyllabes et des dizains, j'ai essayé d'écrire des textes qui racontaient une histoire de la façon la plus simple possible, tout en restant dans le cadre du décasyllabe et dans le cadre de la structure générale des dizains. Et c'était d'une complexité extrême, et je me suis dit qu'il fallait quand même que je n'en mette pas trop, parce que
Je n'allais pas y arriver. Alors c'est vrai que j'ai choisi le décasyllabe pour raconter quelque chose, pour essayer de trouver un moyen de raconter quelque chose tout en restant dans une forme versifiée précise. Dans Anatolie, on relève plusieurs allusions discrètes et non dénuées d'humour à la psychanalyse. L'un des cycles de poèmes s'intitule La jeune fille au rat, ce qui nous remet fatalement en mémoire l'homme au rat de Freud. Et puis il est aussi question d'un analyste, au sens d'historien, d'auteur d'annales historiques, mais on se défend mal d'entendre aussi dans ce mot celui de psychanalyste. Alors, oui, effectivement, on peut lire ça, mais moi, je n'ai pas pensé à la psychanalyse. Le texte auquel vous faites allusion, qui a d'ailleurs donné son titre à l'ensemble du livre, Anatolie, dans ce texte-là, il y a un personnage que j'appelle l'analyste à la fin, mais c'est l'analyste au sens où Ségalen l'entendait, c'est-à-dire celui qui est le témoin et qui restitue quelque chose de l'histoire et des événements. Et en fait, c'est pour moi un personnage très important, secret, en retrait, mais qui est très très important parce que je ne peux pas m'empêcher de penser et de croire qu'un écrivain, c'est quelqu'un qui garde quelque chose de la mémoire des autres, de la mémoire du monde, et je me défends même constamment contre ce désir de garder pour les autres la mémoire. Quand je travaillais dans le théâtre, j'avais constamment le désir de garder des traces de ce qui s'est passé, je l'ai fait d'ailleurs, et quand je rencontre quelqu'un de fabuleux, je me dis mais il faut qu'il reste dans la mémoire. Enfin, je suis constamment tentée par ce désir-là de servir enfin, un peu comme les évangélistes. D'ailleurs, l'analyste dont vous avez parlé tout à l'heure se prénomme Jean. Marie-Étienne, vous faisiez allusion à l'instant à votre expérience dans le théâtre, et vous avez été pendant longtemps l'assistante d'Antoine Vitez. Alors, de cette proximité avec une expérience théâtrale exemplaire, quelle est la part la plus vive en vous aujourd'hui, et en quoi diriez-vous qu'elle vous accompagne dans votre travail ? J'ai l'impression que, enfin, cette expérience a effectivement été très importante pour moi. J'y faisais allusion tout à l'heure. Je m'en suis éloignée tout de même maintenant. Le théâtre a été important pour moi en ce sens que il a été en 73 très exactement. Je ne travaillais pas encore du tout dans le théâtre, mais je le pratiquais d'une façon tout à fait, comment dirais-je, pas comme une professionnelle, mais il a déclenché, il a été un déclencheur d'écriture. Ça, je ne sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là, mais ça a été effectivement très important. Alors après, le fait de travailler dans un théâtre et de travailler avec quelqu'un comme Vitez, qui était éminemment intelligent et créatif, m'a apporté des choses, effectivement, mais sur un plan plus réflexif, plus théorique. Pourquoi ce titre, Anatolie, et cette importance finalement de lieux non seulement oniriques, mais apparemment de lieux tout à fait réels, vrais, que vous avez peut-être parcourus? Alors j'aurais presque envie de vous renvoyer la question et de vous demander comment vous entendez ce titre-là. Je vais répondre. Je ne connais pas l'Anatolie, mais c'est vrai que je connais en revanche un pays d'Extrême-Orient où j'ai vécu quand j'étais enfant. Et l'Anatolie est un lieu mythique pour plusieurs raisons. Pour moi, j'ai l'impression, quand j'ai commencé à écrire, j'écrivais instinctivement, je citais des lieux de l'Anatolie que je ne connaissais pas. C'est une sorte... J'ai l'impression que je suis non pas habitée par ce lieu, ce serait un peu grandiloquent, mais c'est un des lieux, un des berceaux de l'humanité. Et en outre, quand j'ai commencé à écrire Anatolie, j'ai regardé la carte de l'Anatolie ancienne et j'ai été absolument émerveillée de voir que tant de noms de lieux commençaient par la lettre A.
Et j'adore la lettre A. Enfin, j'adore les lettres de l'alphabet, évidemment, mais peut-être que la lettre A, qui est le début de l'alphabet, qui est l'alpha, je l'aime beaucoup. La jeune fille au rat. Tôt le matin, je suis dans une chambre inattendue. Les volets sont fermés. Le lit, couvert par un velours passé à fleurs marron, comme chez ma grand-mère. La fenêtre est derrière, je suis assise dans un fauteuil. Claire est assise en face, sur le parquet contre le bois du lit. Sa tête penche, je la dresse, la mets debout. Elle est trempée par la sueur, je la prends dans mes bras. Allonge-toi. Je la prends dans mes bras. Allonge-toi. Non, me dit-elle, et retourne s'asseoir. Je ne vois pas la foule, mais je l'entends chanter une prière depuis la rue, si proche que j'ai peur. Nous sommes seuls. Robe en allée pour un voyage au loin m'a fait porter par le géant du bar voisin quelques photos pornographiques. Sur un carton à part, je lis ces mots : tu es l'agate à cœur de Cristobal. Tu es l'agate à cœur de Cristobal. Le message n'en dit pas plus, je cours, sur le palier, je dévale les marches qui se couvrent de rats. Pour éviter de les toucher, je prends de la hauteur, ils en prennent aussi en devenant des porcs. Le tenancier, resté en haut, se penche par-dessus la rampe et crie : Robe est partie, ne faites pas d'erreur, à notre époque, les anges n'ont plus d'ailes. À notre époque, les anges n'ont plus d'ailes. Je réfléchis à mon parcours à pied et me décide pour la passerelle en fer qui surplombe la voie ferrée. Puis je prendrai la rue en direction de la montagne. C'est le trajet qu'enfant j'effectuais pour me rendre au lycée. Il prenait 20 minutes. J'ai bien le temps, me dis-je, de téléphoner avant de m'éloigner. Mais la cabine est sale. Mais la cabine est sale. Je dois contourner un tas blanc et mou pour atteindre le téléphone. Alors que je pensais avoir tiré la porte, un garçon entre sans un mot d'excuse. Il se conduit comme s'il était chez lui, s'accoude familier contre la vitre. Nous sommes à l'étroit et enfermés avec la chose qui nous sépare et nous rassemble. Mieux vaut remettre à plus tard. Au retour, la nuit tombe, je croise en haut des marches de la passerelle un homme, il guette quelque chose ou il se cache, très pâle, il serre contre lui un sac, je reconnais mon voisin de palier, quand je parviens à sa hauteur, il jette. Tu mets du rouge sur tes lèvres, sur tes mains, sur tes cheveux, partout. Tu es impur, je vais te corriger. Rien à répondre, n'est-ce pas ? Je me tais donc.
Répondre, n'est-ce pas, je me tais donc et me détourne afin de regarder un enfant traverser la route couché sur sa planche à roulettes. Notre univers étant, comme on le sait, parfaitement dénué de douleur, lorsque ses jambes sont découpées par la voiture, les bouts demeurent propres. Souffre-t-il ? Pas du tout. Il a juste entendu ses os craquer. Nous avons rapproché ses membres, ils tiennent. Nous avons rapproché ses membres, ils tiennent bien ensemble. C'est en effet l'essentiel. L'enfant agite les orteils et rit dans le soleil, mais l'angoisse demeure. Pourquoi ne va-t-il pas à l'hôpital ? Que font donc ses parents ? Je me répète, tout va bien. Il suffit de s'entraîner à contempler les arbres, ce qui pour moi est sans difficulté. J'en ai un beau sous mon balcon, poussé dans une cour. Sous mon balcon, poussé dans une cour, emplie de détritus, ses couleurs changent à cause de l'automne, et dans le soir qui tarde, il met du temps à s'allumer, je veux dire à sourire au tout dernier rayon. Comment vaincre l'opacité ? Ce soir, je monterai sur la colline boire le vin que le vieil homme en bleu aura tiré. Nous nous allongerons entre les vignes et sur la terre même. Entre les vignes et sur la terre même, nos corps prendront de la légèreté et le parfum des herbes familières, abandonnant la cité à la guerre, les lieux du culte aux miliciens armés, les traits cachés par une gaze noire, ils fouillent en silence les fidèles, autorisés à pénétrer par petits groupes jusqu'à l'effigie de leur Dieu, l'air bienheureux, car prier est permis. Nazar le voyant. Je suis le joueur de Lul. On m'appelle Chevalier du Guet, Aatas, ou encore Nazar, voyant. Lul a fini par m'aimer. Un jour je mourrai pour la mélodie. Aïe, mon instrument n'est pas la harpe, ni la cithare, ni l'arc, il est les trois, dénués de manches, comme la cithare, les cordes penchées, comme on voit la harpe. Lul est aussi l'arbre proche du village que les Perses nomment la merveille, et les Portugais Arber de Reyes. Son tronc est unique et droit, et ses branches tombent dans la terre d'où rajeunissent les forêts. Pour savoir le malheur et l'heure, je regarde dans les livres les nombres impairs et les nombres pairs. Grâce à moi, rien ne se perd. Je connais le chemin qui précède et qui suit, le village abandonné où tous les ancêtres du peuple de l'art devinrent des hommes. Le premier quitta le lieu et vint habiter Zulfa. C'est là qu'il mourut. Le second quitta le lieu et vint habiter Yézol, où il fonda sa famille. Les trois frères qui restaient amassèrent des richesses. « Voyager n'est pas périr, dit l'aîné.
nous nous rendrons des visites. Et c'est moi qui vous le dis, Ahatas, je suis comme la rivière trop longtemps contemplée. Je suis quelque part comme ça, je me sacrifie pour la mélodie Aïea. Fable de Vannes. Quand il épousa Achbé, il frappa la cloison par 3 fois et il eut un fils qui s'appela Vannes. Pour combattre Car, Vannes jeta sa main, mais elle glissa et s'enfonça dans la terre. Car lui fit un croc en jambe, Vannes resta debout et fut envoyé dans les branches de Chinar, qui s'enfonça tellement qu'on ne vit bientôt plus que sa touffe du haut. Sa femme furieuse lui lia les jambes, lui lia les bras, comme à un oiseau qui a perdu l'équilibre. Mais l'eau n'entra pas dans son nez, dans sa bouche, mais l'eau ne le tua pas. Vannes était couché au travers de la rivière qui se vida en aval et se gonfla en amont. C'est pourquoi sa femme put attraper les poissons qui séchaient sur les cailloux de l'aval, tandis que l'amont était inondé tellement qu'il fallut des bateaux pour joindre les rives. On retira Vannes et on l'allongea dans la maison seule, au milieu des amandiers et des térébinthes bleus. De son corps sortait de l'eau qui remplissait la maison tellement que les lits devenaient des barques. On l'ôta de la maison et on lui donna des coups de couteau. Mais les lames s'en allèrent d'un côté, les poignets de l'autre. « Ô Vannes, ô, quelle sorte d'homme es-tu » On voulut tirer sur lui des coups de piston, mais les balles rebondirent et tuèrent des badauds. « Ô Vannes, ô, quelle sorte d'homme es-tu » On voulut l'abandonner comme une brindille, mais il dit « La brindille est favorable à la pousse du platane. Dans le grand jardin de Hérar-Djérib, c'est moi le Chinar. J'abrite les singes et jamais ne plie. Quand je serai mort, mon corps sera droit et il servira à donner du courage aux enfants. » Ainsi, Vannes est né. Puis, il prépara la dot à Louba Kara, des paniers de prunes Arak Bilmiché, une eau bienfaisante faite avec des fleurs, Kishmiché, du raisin, et Guermèse, du melon, Kasbeke. Un peu de monnaie dans Ezar Picher, la cuillère d'or. Cette fois, il était prêt à se rendre d'Amaké, l'allégresse au cœur, dans la ville des jardins, rencontrer Saeb, visage dissimulé par un demi-voile, un badzen, vent de femme. Il frappa la cloison par 3 fois et il eut un fils. Je suis comme Golgonda qui amena Lul au pays de l'art. Quand il sentit que la mort approchait, il s'ouvrit le ventre, célébrant ainsi la cérémonie
de l'initiation au Lul. Golgonda est mon maître, je suis son élève, Aatas. On raconte que je meurs pour ma virtuosité, je meurs seulement à cause de Lul. Aïe. Ainsi s'achève notre magazine. Je recevais aujourd'hui Marie-Étienne qui vient de publier Anatolie aux éditions Flammarion. Mixage, Serge Ristich. Poésie sur parole, Jean-Baptiste Parra, Dominique Briffaut.